Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Je me présente, je suis Pierre-Marc Hidegnaud, je suis directeur du programme de la maîtrise en affaires publiques et je suis accompagné ce matin d'Éric Montigny, qui est directeur des programmes de maîtrise en sciences politiques et de doctorat en sciences politiques. Donc, on est ici aujourd'hui pour vous faire une présentation et surtout répondre à vos questions. Là, on va se le dire. On a évidemment du matériel à vous présenter, mais on est d'abord là pour répondre à vos questions sur les questions, en fait, sur les programmes de sciences politiques et d'affaires publiques. Donc, la présentation d'aujourd'hui va être relativement courte. On va essayer de répondre à vos questions. Et dites-vous aussi qu'on va pouvoir référer vos questions aux conseillers à la gestion des études si jamais il y a, pour quelque raison que ce soit, des questions un peu plus techniques. Donc, on va vous parler, en fait, Éric va vous parler de la vie départementale et des perspectives. Ensuite, je vais aborder et présenter la maîtrise en affaires publiques. Éric va présenter la maîtrise en sciences politiques et le doctorat. Je vais ensuite vous parler des bourses et du soutien financier disponibles à la faculté et à l'université et au département, des perspectives d'emploi par rapport au programme qu'on vous présente. Et on va terminer avec une période de questions. Si il y a des interrogations en cours de route, n'hésitez pas à lever la main. Hein. On peut prendre les questions en cours de route si c'est des questions de clarification sur un point précis, mais il y aura une période de questions là, à la fin. Donc, je passe la parole à Éric, qui va nous parler de la vie au département. Merci beaucoup, Pierre-Marc. C'est une vie au département qui est très, très active. C'est un milieu qui est très diversifié, qui est très riche aussi en termes d'expérience. Je vais vous parler un peu du corps professoral. Donc, le corps professoral est composé d'une trentaine de professeurs qui, dans différents champs, sont très reconnus pour leur expertise. Donc, que ce soit de la philosophie politique, l'administration publique, les relations internationales ou bien la politique comparée, sociologie politique. Donc, on a des chercheurs de pointe qui sont très actifs en recherche, mais aussi très innovants sur le plan de la formation. Donc, on intègre des nouvelles approches pédagogiques dans nos cours. On fait même de l'enseignement par équipe entre les professeurs. Bref, très dynamique comme équipe d'enseignants, aussi un milieu très, très axé sur la recherche. On se spécialise aussi sur les méthodes, la méthodologie. Donc, on est très réputé à l'Université Laval en sciences politiques pour nos méthodes qualitatives, quantitatives aussi, mixtes. Bref, c'est un milieu très, très, sur le plan de la recherche, qui est très, très stimulant, où il y a un esprit de collaboration aussi. Il y a un bon climat dans notre département. Et on travaille beaucoup sur l'accueil des étudiants. Même pendant la pandémie, on a multiplié les efforts, notamment Pierre-Marc et moi, là, pour que chacun des nouveaux étudiants soit bien accueilli. On a aussi des bourses de formation méthodologiques, mais des bourses de formation aussi, des bourses pour on va y revenir un peu plus tard, mais des bourses pour faciliter votre parcours, puis les écoles d'été aussi, internationales, il y a des échanges, il y a la mobilité avec d'autres universités. Donc, c'est un milieu d'enseignement qui est innovant. C'est un milieu de recherche aussi qui est stimulant parce qu'il y a plusieurs chaires de recherche, des centres de recherche, des groupes de recherche auxquels vous êtes invité avec votre professeur qui dirige vos travaux à vous intégrer. Donc, il y a des postes d'auxiliaires de recherche, d'auxiliaires d'enseignement qui peuvent vous être offerts. Bref, c'est un milieu de recherche qui est très, très dynamique, où on offre un encadrement qui est rigoureux et personnalisé. Et on fait appel aussi aux étudiants gradués pour une bonne partie de la recherche qui se fait dans nos murs. Oui, puis si tu permets, Éric, j'ajouterais aussi que les étudiants des parcours professionnels aussi, maîtrise Sciences Po, affaires publiques, participent, malgré que ils s'inscrivent dans des parcours plus professionnalisants, ils participent à la recherche, ils se voient octroyer des contrats, etc. Donc, c'est très dynamique, effectivement. Tout à fait, tu fais bien de le mentionner. L'autre élément important qui nous distingue, c'est qu'on a des liens étroits avec la communauté. Donc, Pierre-Marc faisait référence, pour les maîtrises professionnelles, il y a une ouverture sur la pratique qui est très poussée. On est à Québec, c'est la capitale du Québec, donc on a des liens privilégiés avec l'administration publique québécoise, avec aussi l'Assemblée nationale du Québec. Donc, on a des partenaires institutionnels, des ententes pour faire des stages, mais aussi comme laboratoire de recherche. Et on travaille très fort sur des activités de rayonnement et de diffusion des connaissances. Donc, il y a des rendez-vous de sciences politiques, il y a des conférences, il y a des colloques qui sont organisés.
Et vous allez le voir à travers les centres de recherche, il y a beaucoup de recherche appliquée aussi, avec des partenaires institutionnels. On parlait de stages aussi, de pratiques dans la capitale, pour bénéficier un peu de ce statut-là de capitale du Québec et du lieu privilégié de notre département. Et il y a aussi des possibilités de stages à l'étranger. Excellent, merci Eric. Donc, la structure des programmes, écoutez, on la survole, là, c'est quand même, chaque programme a ses particularités, mais on vous donne aujourd'hui, le but, c'est de vous donner un aperçu à vol d'oiseau de chacun des programmes de maîtrise et de doctorat. Donc, moi, je vous l'ai dit, je dirige la maîtrise en affaires publiques. Qu'est-ce que les affaires publiques? Que sont les affaires publiques? C'est un domaine un peu plus large que l'administration publique, en fait, qui déborde sur d'autres disciplines et d'autres objets. Donc, on est à la MAP un programme interdisciplinaire qui a son centre de gravité, je vous dirais, en sciences politiques et administration publique, mais qui déborde aussi sur d'autres disciplines, l'économique, le droit, les relations industrielles, la gestion, comptabilité, etc. Donc, on est dans une logique un peu plus large. Et bon, la focale ou la perspective principale de la MAP, ce sont les organisations publiques, c'est la gestion dans un contexte d'organisation publique, la gestion, mais aussi les relations entre les acteurs, la communication, l'analyse des politiques. Donc, on est dans une formation qui est réellement interdisciplinaire. Il y a 2 filières à la MAP. Il y a une filière recherche, donc où on demande à l'étudiant de faire un mémoire. Pour ceux qui sont intéressés davantage par la recherche et peut-être par des études doctorales. Et il y a la filière professionnelle qui va chercher la majorité des inscrits à chaque année, qui est caractérisée par un rapport analytique ou de fin d'études et un stage à réaliser en milieu pratique. Donc, la MAP avec mémoire, il y a quelques étudiants chaque année qui suivent ce cheminement-là. On est vraiment dans une logique là, de recherche et ça se reflète en fait dans la structure du programme. Il y a 7 cours à suivre, 7 cours obligatoires, donc cours de management public, des cours de méthode, etc., etc. Des cours optionnels qui vont généralement être choisis par les étudiants pour approfondir leur sujet de recherche. Et le gros du programme est consacré aux activités de recherche, c'est-à-dire la rédaction du mémoire sous la supervision d'un ou une professeur de l'Université Laval. La majorité des étudiants qui choisissent la MAP vont aller vers la MAP professionnelle. Donc, ce sont des personnes qui vont vouloir, à court terme, à moyen terme, intégrer le marché du travail, généralement la fonction publique, mais pas exclusivement. On peut aussi se placer dans des boîtes de consultation privées, par exemple, dans des partis politiques, etc., etc. Et il y a 5 majeurs qu'on offre du côté de la MAP professionnelle. Communication et représentation des intérêts. Donc, pour les personnes intéressées davantage par, oui, la communication, mais le lobbying et les relations avec les acteurs. Il y a une majeure qui est axée sur l'évaluation et le suivi de la performance, donc les tableaux de bord de gestion, l'évaluation de programme, etc. Les finances publiques, donc comptabilité, audit de performance, reddition de comptes. La gestion publique, qui est plus générale, où on va faire un peu de gestion des ressources humaines, de changement organisationnel, gestion de projet en secteur public, important de le mentionner, et gestion publique internationale, qui a une logique similaire à la majeure en gestion publique, mais où on va aller davantage vers aussi le volet international. On va l'approfondir davantage, les relations internationales, la politique étrangère, les institutions internationales. Donc, il y a un tronc commun qui est assez fort. Là. Peu importe, là, c'est une question qui peut revenir là, quand même assez souvent. Si je choisis une majeure, finalement, je me rends compte que j'ai envie de changer. Est-ce que c'est problématique? En général, le tronc commun à la MAP professionnelle est assez important. Donc, c'est assez facile, je vous dirais, de changer d'une majeure à l'autre. Vous voyez qu'il y a quand même une belle diversité de cours obligatoires, notamment un cours d'économique axé sur les politiques publiques et des cours un peu plus pratiques ou théoriques selon le cas, sur les données probantes, sur le management public, l'éthique, etc. Donc, c'est vraiment un parcours qui est quand même assez... Vous allez voir, en fait, quand vous allez joindre la MAP, vous allez voir les collègues des autres majeurs dans la plupart des cours.
Il y a un rapport analytique à produire. Là, je mets une nouvelle version parce que il peut y avoir des petites différences entre ce que vous voyez sur le site et ce que vous allez avoir à faire l'année prochaine. Il y a un rapport analytique de 3 crédits à faire qui est grosso modo un gros travail de session sur une thématique qui vous intéresse en affaires publiques et un stage de 9 crédits qui est le cœur là, de toute maîtrise professionnelle, un stage qui est à temps plein que vous réalisez généralement dans une organisation du secteur public. Les stages sont généralement rémunérés. En fait, ils sont rémunérés et vous avez un rapport de stage à produire. Donc, ça vous donne un aperçu assez général là, de la map professionnelle et de la map avec mémoire. Donc, je vais passer la parole à Éric, à mon collègue. Merci, Pierre-Marc. Dans le fond, pour la maîtrise en sciences politiques, c'est un peu le même principe que pour la map. Il y a 2 types de maîtrise. Il y a une maîtrise professionnelle puis il y a une maîtrise en recherche. Je vous donne un exemple ici de la maîtrise en sciences politiques avec stage. Donc, c'est un exemple de cheminement à temps plein. 4 cours à la première session, 4 cours à la deuxième session. Des cours qui vont vous mener plus tard à faire deux choses. Pour la maîtrise professionnelle, d'abord, il y a un rapport de fin d'études. C'est un peu un essai sur une problématique qui vous intéresse, à votre choix, et un stage en milieu de travail, suivi d'un rapport de stage. Donc, l'accent est mis sur les cours qui sont présents dans le curriculum avec la maîtrise aussi avec la recherche, mais vous avez un atterrissage en stage qui vous donne une expérience professionnelle. Éric, je vois qu'il y a une question. Est-ce que tu acceptes qu'on la prenne oui, maintenant? Absolument, absolument. Parfait. Je vois Mme Kamgang qui a la main levée, donc on vous écoute. On ne vous entend pas, malheureusement. Ah. Est-ce que vous nous entendez? OK, donc on pourra peut-être essayer d'y revenir à la fin. Je suis désolé. Donc, excuse-moi, Éric, est-ce que tu avais terminé avec cette diapo? Oui, juste brièvement, juste pour vous dire que la différence par rapport à la maîtrise en administration publique, c'est que la maîtrise en la MAP, c'est vraiment en administration publique, alors que la maîtrise avec stage en sciences politiques, ça peut être dans d'autres domaines que l'administration publique, comme tel. Donc, passons maintenant à la maîtrise avec recherche, avec mémoire, dans le fond. Alors, là, il y a davantage ce qu'on appelle les activités de recherche pour faire votre mémoire. Donc, un mémoire de maîtrise, c'est quoi? C'est une contribution originale à la recherche, mais qui s'appuie sur une méthodologie. Donc, on va évaluer votre capacité, dans le fond, de maîtriser une méthodologie. Donc, vous allez avoir, en plus de vos cours, des crédits de recherche pour avancer votre projet de mémoire. Et un mémoire, c'est un document d'à peu près d'une centaine de pages où vous traitez une problématique particulière. Et dans le fond, vous combinez à la fois tout au long de votre parcours des cours, une scolarité, et par la suite, vous vous consacrez à la rédaction de votre mémoire sur un sujet que vous choisissez. Pour le doctorat maintenant. Le doctorat au Québec, puis à l'Université Laval en particulier, vous avez une scolarité, donc ce qui est très différent de la France ou de certaines universités européennes ou africaines. Il y a une scolarité à faire. Donc, cette scolarité-là se divise en 2 étapes. Il y a une scolarité avec des cours que vous allez suivre, donc des cours obligatoires comme des séminaires de concentration en lien avec le thème que vous allez choisir pour faire votre thèse, mais aussi des cours en méthodologie. Quand ces cours-là sont complétés, il y a des examens pour les examens rétrospectifs et prospectifs. L'examen rétrospectif, c'est un examen où on va évaluer votre capacité de maîtriser la littérature en lien avec votre thématique de recherche. Et le prospectif, ça, c'est pour faire dans le fond, votre premier chapitre de la thèse. C'est votre méthodologie, comment vous allez vous y prendre en lien avec votre sujet pour faire la thèse. Et quand vous avez passé ces étapes-là, là, vous pouvez aller faire votre terrain, faire la cueillette de données et partir en écriture pour votre doctorat. Parfait, merci Éric. En termes de bourses et de soutien financier, il y a vraiment en fait une panoplie de bourses disponibles.
Et même là, ce qu'on va aborder aujourd'hui, ce n'est qu'un survol, encore une fois. Le Bureau des bourses et de l'aide financière de l'Université Laval est là pour vous aider d'ailleurs à identifier des bourses qui pourraient être pertinentes dans le cas de votre programme. Bon, on a parlé tout à l'heure qu'il y a deux types de programmes. À la maîtrise, en tout cas, il y a un programme plus axé sur la recherche, donc avec mémoire, et un programme plus professionnel. Pour les personnes qui vont choisir ce cheminement en recherche et qui choisissent le doctorat aussi, il y a des organismes subventionnaires au Canada et au Québec, le CRSH, le FRQSC, qui vont offrir des bourses au mérite. Donc, il faut soumettre une demande, avoir des lettres de référence, avoir d'excellents résultats, et vous avez une possibilité d'avoir une bourse qui est quand même substantielle, là, 17 500 à la maîtrise, 35 000 au doctorat renouvelable. Donc, c'est non négligeable. Mais il y a aussi plein d'autres bourses existantes selon le programme, votre profil, etc., des bourses d'excellence à l'admission à la maîtrise avec mémoire, au doctorat. Il y a des bourses de leadership et d'engagement. Donc, si vous êtes très actif dans votre communauté, vous êtes impliqué dans toutes sortes de causes, il y a des possibilités aussi d'aller chercher cette reconnaissance ou un financement, en tout cas. Il y a des bourses qui sont offertes, des bourses officielles offertes par des fonds et des chaires de recherche comme le prix Vincent Lemieux, etc., etc. Mais il y a aussi des bourses, et je veux le dire, là, c'est important, des bourses moins non officielles qui peuvent être aussi négociées parfois avec votre directeur de recherche qui aurait des subventions de recherche, qui serait titulaire d'une chaire. Donc, il y a des possibilités aussi d'aller chercher du financement complémentaire à ces bourses-là. Je vois qu'il y a une question de Mme Irène. Je vous Oui, écoute. bonjour. En Bonjour. fait, je suis étudiante belge et j'aimerais bien venir faire du coup mon master, faire ma maîtrise en recherche en sciences politiques à l'Université Laval. Et je me demande si ces bourses sont disponibles pour les étudiants étrangers ou alors si elles sont uniquement pour les Québécois. Ça dépend des bourses. Quand on parle des organismes subventionnaires comme le CRSH et la FRQSC, c'est pour les étudiants québécois au Canada, les résidents en fait en majorité. Le FRQSC a un programme pour les étudiants étrangers au doctorat, mais je ne suis pas certain qu'il y en a un pour la maîtrise. Par contre, il y a d'autres, dans les autres bourses, oui, généralement, les bourses qui sont offertes par la faculté, par l'université, sont offertes aussi aux étudiants étrangers ou même exclusivement aux étudiants étrangers dans certains cas. Là. Merci Éric, beaucoup. bienvenue. Éric, est-ce que tu voulais compléter la réponse? Oui, effectivement, ben, tu fais bien de dire, il y a des bourses qui sont de la faculté qui sont automatiques même pour la maîtrise. Il s'agit de s'y inscrire. C'est le cas de la bourse de la persévérance euh, qui, qui s'applique pour les étudiants étrangers à la maîtrise. Excellent. Donc là, on a fait le tour de soutien financier, mais en fait, ce n'est pas terminé. Ok, d'accord. Bonsoir. Oui, bonjour, j'ai Kouakou, parfait, je vous écoute. Je suis en Côte d'Ivoire, étudiant en Côte d'Ivoire, et j'aimerais aller étudier à ULaval. J'aimerais faire la science politique. Oui, excellent. Et j'aimerais savoir s'il y a une bourse pour les étudiants étrangers. Il y a des bourses pour les étudiants étrangers, effectivement. Il y a même des bourses d'exemption de frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Il y a des bourses aussi citoyens du monde dont je n'ai pas parlé, je crois, mais qui sont offertes aussi aux meilleurs étudiants des programmes, de chaque programme admis à chaque année. Donc, c'est les directions de programme, les comités de programme qui recommandent les candidatures. C'est des bourses assez importantes aussi. Donc, il y a un volet excellence pour les résultats universitaires. Il y a un volet aussi davantage axé sur l'engagement. Mais oui, c'est possible d'obtenir du financement. Là. Il y en a vraiment beaucoup. Là. Parfait. Donc, merci bien. Bienvenue. Deuxième question. Oui, OK, d'accord. Vous aviez une autre question? Je vous écoute. Ma deuxième question. J'ai lu quelque part sur l'un des sites que si même on a une bourse d'exemption, on doit avoir du liquide en fait pour aller au Canada, vu que les études là-bas sont chères. Donc ça, c'est savoir si au niveau de l'immigration. Oui, de l'immigration. Je veux savoir si avec simplement une seule bourse, je peux aller étudier sans toutefois avoir, comment dirais-je, des garanties. Si je peux me permettre, ces garanties-là sont demandées par le gouvernement du Canada.
Donc, l'Université Laval ne peut rien y faire. C'est vraiment des règles d'immigration, comme le disait Pierre-Marc. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on entreprend des études à l'étranger, il faut avoir vraiment un plan financier, je vous dirais, pour s'assurer dans le cheminement des études. Donc, nous, on offre, oui, il y a des possibilités, il y a des bourses. Là-dessus, d'ailleurs, il faut aller visiter le site du Bureau des bourses et de l'aide financière pour voir tout le détail des bourses. Moi, j'encourage tout le monde à appliquer sur toutes les bourses qui sont possibles, à laquelle vous êtes éligible. C'est vraiment la clé du succès pour le faire, pour avoir son parcours. Puis pour obtenir des bourses, il faut vraiment viser partout en se disant qu'on ne sait jamais contre qui non plus on candidate. Puis une bourse amène une autre bourse. Hein. Lorsqu'on obtient une bourse, on la met sur son dossier, on est évalué sur cette base-là du dossier et on améliore son dossier de bourse en bourse. Donc, moi, il ne faut pas se gêner pour appliquer sur toutes les bourses qui sont possibles. Oui, totalement. Puis on n'a pas parlé des auxiliaires, des contrats d'auxiliaires d'enseignement, parce qu'on a parlé des contrats de recherche un peu tout à l'heure. Mais par exemple, moi, en management public, j'embauche à chaque année un auxiliaire, environ 5 heures semaine. Et c'est souvent quelqu'un de la MAP qui a fait le programme, le cours l'an dernier, qui a bien réussi, ou un étudiant de doctorat. Donc, il y a des possibilités de financement qui sont intéressantes aussi. Et ce dont on n'a pas parlé encore, c'est le programme de bourse de réussite de la Faculté des études supérieures qui existe pour chacun des programmes dont on vous a parlé aujourd'hui. Et c'est simplement pour vous encourager à progresser dans le programme. On parle d'un 1 400 $ à la maîtrise et jusqu'à 14 000 $ au doctorat. Les conditions d'admissibilité, c'est d'étudier à temps plein, mais il faut respecter les échéances. Tu sais, par exemple, à la MAP, première session inscrit à temps plein, vous avez déjà un versement. Vous déposez votre rapport avant telle session, votre rapport de stage, votre rapport analytique, vous avez un versement. Donc, ça, c'est pour vous encourager justement à progresser rondement dans vos études et ça vient en appui, en fait, aux autres sources de financement, aux autres contrats, aux autres bourses. Donc, il y a vraiment des possibilités. Et même, je voulais parler pour les contrats d'enseignement, mais aussi de recherche, le programme études-travail qui est en bas de la diapo. Il y a des programmes qui sont réservés, en fait, pour les étudiants étrangers où l'université, le SPLA, le service de placement, va défrayer une partie de votre salaire. Donc ça peut être extrêmement intéressant pour des professeurs et pour vous, évidemment, pour obtenir du financement. Il y avait une question, j'ai vu M. Kadima, je crois, qui avait la main levée. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Ouais, je suis étudiant. Je me suis inscrit à l'Université Laval. Merci. Administration publique déjà. J'ai une question. Pendant l'été, les cours se donnent. Bon, vous avez aussi un programme de l'administration publique pendant l'été? Ben, en fait, si la question c'est est-ce qu'il y a des cours qui s'offrent durant l'été, la réponse c'est oui, il y en a quelques-uns, surtout des cours optionnels. Si votre question c'est est-ce qu'on peut être admis durant l'été, la réponse c'est non. En tout cas, pour la MAP, c'est à l'automne et à l'hiver. Mais il y a des cours qu'on peut faire durant l'été. Donc, sinon voilà. Que je veux en automne. Je l'aimerais en automne. Je dis là, je fais une maîtrise en philosophie et j'aimerais aller faire une autre maîtrise en sciences politiques. Je veux savoir si c'est possible pour moi de le faire. Éric, est-ce que... Là, il y a une licence en philosophie et bientôt, j'aurai une maîtrise en philosophie. J'aimerais savoir si c'est possible pour moi d'aller faire la science politique. On veut faire une maîtrise en sciences politiques après avoir fait une maîtrise. Donc, de faire une maîtrise en sciences politiques après avoir fait une maîtrise en philosophie. Votre question, c'est ça? Oui, c'est cela. Oui, c'est possible. Est-ce qu'il y a un passeport là? Ah, d'accord. Oui, c'est possible. Mais c'est le comité d'évaluation de votre candidature qui va décider de votre admission ou pas. Donc, mais oui, vous pouvez soumettre votre candidature. Oui, puis je sais pas en sciences politiques, toi, Éric, mais à la MAP, ça arrive souvent qu'on a des étudiants qu'on admet
qui ont une licence ou un master de compléter déjà dans un autre domaine, qui cherchent à compléter leurs études dans un revenir vers les affaires publiques ou la science politique. Donc, c'est possible aussi d'admettre des étudiants qui ont déjà une maîtrise, là. Il y a une question sur la langue Ah, et les parfait. admissions. Je te laisse y répondre, je ne l'ai pas vu. Dans le chat, là. Ouais, Je vais répéter la question parce que c'est une question qui est très pertinente. C'est Anina qui pose la question. Bonjour tout le monde, désolé, j'ai le micro des activités. Concernant les connaissances linguistiques, je parle français et anglais, mais je n'ai pas encore de certificat TOEFL ou autre. Dois-je obligatoirement avoir ce certificat? Oui, on a besoin d'avoir, dans le fond, pour votre langue seconde ou tierce, dans le fond, si vous avez fait vos études en français, donc ben là, on voit que vous maîtrisez le français en lien avec vos certificats et vos éléments de diplomation. Donc, on va vous demander une exigence en anglais. Donc, ça prend une certification, TOEFL ou autre, ou une preuve que vous maîtrisez bien l'anglais parce que dans nos programmes, même si c'est l'Université francophone, l'Université Laval, il y a beaucoup des lectures qui sont en anglais. Donc, ça nous prend une compétence linguistique en anglais pour être admis à nos programmes. Il y a Chérif aussi que je vois dans le chat. Si tu permets, Eric, je peux oui, peut-être compléter sur l'anglais. À la MAP absolument. aussi, c'est une question qui revient souvent. Puis, pour nous, c'est une exigence de diplomation. Donc, il faut avoir la certification pour diplômer. Mais comme tu le refaisais remarquer, il y a énormément de lectures en anglais. Donc, le plus tôt possible, c'est le mieux de passer cette certification-là. Et malheureusement, à chaque année, il y a des étudiants qui attendent à la dernière minute pour passer l'examen, la certification, et qui se retrouvent à devoir faire 1, 2, 3 cours d'anglais pour obtenir leur diplôme. Donc, n'attendez pas. Le plus tôt possible que vous pouvez passer cette certification-là, faites-le. Et chez nous, à la maîtrise en sciences politiques et au doctorat, on le demande pour l'admission. Alors, et oui, c'est aussi une condition de diplomation, mais on le demande pour l'admission. Il y avait une autre question, Eric? Oui, de Shérif qui voulait intervenir en direct. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, vous me recevez? Oui, très bien. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien, merci. En fait, moi, j'avais une question spécifique concernant les études libres du deuxième et troisième cycle. On vous écoute? Voilà, j'avais déjà postulé j'ai déjà postulé pour une étude libre de deuxième cycle, mais pour le programme de gestion publique, affaires publiques, maîtrise. Maintenant, ici, actuellement, je suis titulaire d'un Master 2 en administration publique. Maintenant, je voulais savoir si je peux faire une autre demande parallèle par rapport au programme de troisième cycle, mais en études libres. J'aimerais avoir une idée par rapport à ça. Ben, chez nous, pour le doctorat, ben, oui. C'est vraiment on admet des candidats au doctorat qui ne sont pas en études libres. Donc, la condition pour être admise ou être admis au doctorat chez nous, c'est d'avoir un superviseur, un projet de recherche. Oui. Parce qu'on n'a pas de micro-programme au niveau du troisième cycle. Donc, c'est vraiment pour le doctorat. Donc, ça prend un projet de recherche bien étoffé. Oui. Ça prend un directeur de recherche qui accepte de vous encadrer. Oui. Et dans le fond, donc c'est vraiment inscrit au programme de doctorat. OK. Donc, si je comprends bien, c'est une procédure un peu complexe. Ben, vous avez plusieurs critères qui doivent être remplis pour pouvoir être admis. On va vous évaluer, par exemple, sur votre moyenne, les notes, sur votre projet. Et c'est un comité de professeurs qui évalue votre candidature. Donc, oui, c'est très sélectif. Mais si vous voulez, je vais transmettre dans le chat le lien vers les informations pour soumettre votre candidature. OK. Maintenant, ou aussi, je peux continuer aussi avec mon projet ou mon programme de master. Si j'ai déjà rempli les critères et tout, mais c'est prévu pour la rentrée de septembre 2022. Mais ça, concerne le programme de gestion publique. OK. Donc, c'est plus, vous voudrez faire un doctorat plus en administration publique ou
ou des études doctorales en administration publique? Ma première candidature, ça concerne le programme de deuxième cycle, Ah, OK, affaires OK. publiques, Ah, gestion d'accord. publique. Ça, j'ai déjà postulé pour ça. La D'accord. rentrée, c'est prévu pour l'année 2022, Ah, OK, OK, OK. Donc, on dit par septembre étapes à ce 2022. moment-là. Mhm. Voilà. Maintenant, Mais je dis, si je pouvais, ou il y a une possibilité que je continue d'abord dans ce programme. Après, au fur et à mesure, bon, comme ça me trouvera sur place, parce que moi, j'ai préféré une étude en présentiel que je sois sur place Mhm. et tout, parce que là, je suis un agent de l'État, je suis administrateur ici. Vous comprenez un peu? Oui. Voilà. Donc, vous seriez au Québec à l'automne 2022, Oui, si c'est je mon comprends souhait. bien. C'est votre Oui, souhait. C'est bien. oui. Et ce serait à la maîtrise en administration publique à ce moment-là, Oui, en affaires exactement. publiques, oui. en affaires publiques, pardon. Affaires publiques, gestion publique, oui. Oui, bien, c'est possible. Il y a plusieurs étudiants qui font ça, en fait, qui commencent par la MAP, voient si ça se passe bien, continuent, font une demande au doctorat. Oui, C'est même possible aussi, Eric, tu me corrigeras, mais de faire un passage accéléré, je crois, dans certains cas, Oui, quand on oui, est à la MAP avec mémoire ou à la maîtrise en Sciences Po avec mémoire, ou même, exactement. donc on peut sauver un peu de temps si on a des résultats, d'excellents résultats qui justifient un projet solide, etc. Donc, c'est une bonne idée d'y aller par étapes. C'est possible de le faire et ça ne vous ferme pas de porte, au contraire, ça ouvre des portes, là, je pense. ok, il n'y a pas de problème. Excellent. C'était juste ma question. Pardon, j'ai manqué, excusez-moi. Je dis, c'était ça ma demande en fait, quoi. Excellent, Oui. parfait. Au lieu de quitter ici directement avec un master, de postuler pour un doctorat avec les critères de sélection. Donc, de préférence, je peux commencer par une autre maîtrise en gestion publique et j'évolue au fur et à mesure pour Oui, mon doctorat. totalement. Donc, je propose qu'on poursuive. Oui, Au niveau du marché du travail, qu'est-ce que ça dit, les perspectives? Et là, euh, les gens au doctorat se placent extrêmement bien aussi, mais quelque chose aussi qui va préoccuper beaucoup les gens qui vont faire une maîtrise professionnelle notamment. Écoutez, selon l'enquête relance là, du ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur, tant à la maîtrise en Sciences Po qu'en affaires publiques, là, le taux de placement il est très élevé. Comme vous voyez, on parle d'environ 96% dans les dernières enquêtes et c'est des taux qui sont élevés depuis plusieurs années également. Donc, la pénurie de main-d'œuvre au Québec, notamment due à la COVID, est élevée. Et ça paraît dans le taux de placement de nos diplômés, mais même avant ça, le taux de placement était excellent. Et les gens pour la MAP, en tout cas, se placent énormément dans la fonction publique. Donc, souvent dans l'organisation où ils ont fait leur stage, donc dans le même ministère, la même organisation, parfois dans une organisation différente, mais leur stage, quand il est bien fait, bien réussi, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et souvent une porte d'entrée très, très intéressante là, pour la fonction publique. Donc, il y a plein de carrières et on sous-estime en fait la pertinence des études en sciences politiques et en affaires publiques, je pense, comme levier ou comme clé pour nous ouvrir des portes professionnelles. Évidemment, on peut faire de la recherche, mais on peut faire de l'analyse de politique. Là, on parle autant de concevoir des programmes, évaluer des programmes, superviser la mise en œuvre. On peut gérer des personnes, devenir cadre, faire de la communication organisationnelle aussi, s'intéresser à l'aspect international, donc affaires extérieures, diplomatie, etc. La politique partisane, évidemment, la représentation d'intérêts, le lobbying, et toute une foule de services là, de consultation, que l'on parle de consultation en éthique, développement international, etc. Donc, les carrières sont variées. Et le fait de savoir, je vous dirais, quand on a fait les enquêtes, en tout cas à la MAP auprès des fonctionnaires fédéraux et provinciaux, ce qu'ils recherchent principalement, c'est quelqu'un qui, évidemment, connaît les enjeux propres à l'administration publique, aux affaires publiques, à la science politique, mais c'est quelqu'un qui est capable de faire une recherche documentaire sérieuse, rigoureuse, et qui est capable d'écrire un texte qui est cohérent à partir de ces données-là. Donc ça, c'est des compétences qui sont extrêmement valorisées
et qui explique aussi pourquoi les diplômés de sciences politiques, d'affaires publiques se placent extrêmement bien. Éric, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur les perspectives de carrière? Non, non. Sinon, renchérir sur ce que tu viens de dire, les taux de placement sont excellents dans le domaine d'études. C'est une formation de haute qualité qu'on donne à l'Université Laval, puis les employeurs la reconnaissent. Excellent. Mais merci de votre attention. On est là pour continuer à répondre à vos questions. On est là pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Et je vais demander à Éric de regarder le chat parce que j'ai un peu de difficulté à faire tout ça en même temps. Parfait, ça me fait plaisir. Mais n'hésitez pas à lever votre main si vous avez d'autres questions. Il y a Cassandra qui indique qu'il y a des questions. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, très bien. Parfait. Ma première question, c'est savoir, je sais qu'il y a c'est un cheminement qui peut se faire et en ligne et en présentiel, un mélange des deux. C'est quoi les pourcentages un peu de cours en présentiel versus en ligne? Si je peux me permettre. La maîtrise en affaires publiques. En affaires publiques, allez-y, oui. Donc, c'est Pierre-Marc qui va répondre. Bien, au niveau de la maîtrise en affaires publiques pour les cours obligatoires, je vous dirais que la COVID, c'est le gouvernement qui dicte un peu l'ordre du jour, mais tous les cours obligatoires se donnent en mode présentiel. On dit présentiel hybride, donc il y a certaines séances qui se donnent en salle, mais avec captation, caméra, micro en direct. Donc ça, c'est la majorité des cours. Du côté des cours optionnels, parce qu'il y en a quand même plusieurs, notamment en management, la comptabilité, communication aussi, je crois, qui se sont toujours donnés à distance au moins une session. Là. Donc, il y a une certaine flexibilité. Par contre, on ne peut pas vous garantir qu'à l'automne 2022, vous allez pouvoir étudier entièrement à distance. C'est une boule de cristal qu'on ne possède pas. Quoique mon collègue a des entrées au niveau politique, là, mais on ne le sait pas. On le sait pas. Mais présentement, tous les cours obligatoires à la MAP se donnent en mode dans un mode ou dans un mode de livraison qui accommode la majorité des étudiants. À la MAP, il y a énormément d'étudiants étrangers. On parle de 30% d'étudiants étrangers. On n'a pas le choix de s'adapter aussi de ce côté-là. Mais si je peux ajouter, c'est évalué de session en session, en lien avec les directives gouvernementales. Donc, on ne peut pas vous garantir, comme le disait Pierre-Marc, peu importe le programme, là, ça s'adresse aux autres aussi, qu'il y aura ce type d'accommodement-là, comodal ou hybride ou à distance pour poursuivre tout votre parcours. Donc, même qu'on a des directives d'encourager les gens déjà, les étudiants qui sont à l'étranger, de s'assurer de faire toutes les démarches d'immigration pour pouvoir être en présence sur le campus. Parfait. Puis pour poursuivre sur la flexibilité, est-ce que c'est quand même une maîtrise qui se fait bien à temps partiel ou c'est en majorité du monde qui font ça à temps plein? En majorité, c'est des gens qui suivent la MAP à temps plein, mais on a à chaque année des étudiants qui le font à temps partiel. Il y a une bonne flexibilité au sens où les cours ne sont pas tous à l'automne ou tous à l'hiver. Donc, c'est quand même facile de suivre 2 ou 3 cours. Je ne sais pas c'est quoi les objectifs de temps partiel que vous avez en tête, là, mais c'est facile de suivre 2 ou 3 cours par session. Je vous dirais qu'il y a quand même un cheminement à suivre pour terminer la maîtrise en 2 ans. Mais il y a quand même une bonne flexibilité, notamment pour la rédaction du rapport et le stage qui peuvent être faits. Ça peut être fait durant l'été. Donc ça aide aussi beaucoup au niveau flexibilité et certains cours optionnels, notamment, qui se donnent l'été également. Parfait. Puis j'ai une dernière question concernant comment on diffère un peu les perspectives d'emploi à la maîtrise en gestion publique versus en gestion publique internationale. Écoutez, je n'ai pas de données spécifiques qui les distinguent, mais tous nos étudiants, honnêtement, là, tous nos étudiants se placent extrêmement bien. Je vous ai présenté un taux de 96-97 %. Considérant le nombre d'étudiants dans chacune des filières, c'est même pas une différence d'un étudiant, là. Donc, non, c'est très semblable. Tous ceux qui font la MAP, en fait, ont une spécialisation qui est inscrite sur le diplôme, certains cours qui diffèrent, mais au final,
c'est une formation qui se ressemble beaucoup et le taux de placement est très semblable, selon ce que j'observe avec les anciens, etc. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue. J'ai une question maintenant d'Irène qui se pose la question, c'est quoi la différence entre temps plein et temps partiel? Bien, dans le fond, c'est assez simple dans le sens que chez nous, être à temps plein, ça veut dire être inscrit à tous les crédits requis par le programme à chaque session pour terminer dans les délais. Donc, ça veut dire à la fois des crédits, si on est par exemple à la maîtrise ou au doctorat en sciences politiques, où on fait la recherche, ça veut dire à la fois avoir suffisamment de cours et suffisamment de crédits de recherche pour être considéré à temps plein. C'est 12 crédits, hein, c'est ça? Exactement, c'est 12 crédits. Par session. Par session. Et oui, vas-y, excuse-moi, Pierre-Marc. Oui, excuse-moi, c'est moi qui t'ai interrompu, mais en fait, juste pour préciser, un cours normal à l'Université Laval a 3 crédits. Et ce cours de 3 crédits-là, il a 3 heures de prestations d'enseignement en général en classe par semaine pendant 15 semaines, mais il implique aussi 6 heures de travail autonome à la maison. Donc, si vous faites 4 cours, vous êtes à temps plein et vous allez, à la maîtrise et au doctorat, vous allez le réaliser, là. Il y a une charge de travail qui est conséquente. Et donc, temps partiel, des fois, c'est des gens qui vont faire ça je l'ai déjà fait, moi, pour accommoder mes études et mon travail. Donc, avancer, mais en tenant compte du fait que j'ai besoin de travailler. Donc, il y a des étudiants qui font ce mode-là. Quand on dit temps plein, c'est important aussi pour des critères de bourse. Donc, certaines bourses vont être versées en fonction de votre statut à l'université. Et c'est le statut à temps plein qui est souvent le critère pour pouvoir avoir ces bourses-là. Effectivement. Donc, un conseil, ne vous inscrivez pas à 6 cours si c'est votre première session à l'Université Laval, parce que c'est possible. Techniquement, il faut des autorisations, mais vous allez trouver le temps long et vous risquez, au contraire, de vous épuiser. Limitez-vous à ce qui est recommandé dans le programme, le cheminement. On parle de généralement 4 cours. Évidemment, il y a les crédits de recherche, comme Éric le mentionnait, pour les parcours recherche, mais maintenez-vous là, dans ce qu'on vous recommande. Très bonne suggestion. Vraiment à écouter. surtout lorsqu'on amorce le programme. Il y a beaucoup de travail. Ouais. Il y a Mahanina aussi qui pose une question sur les bourses. On a parlé de bourses et aides financières. Les frais d'inscription et les frais de formation s'élèvent à combien, s'il vous plaît? Hors bourse, est-ce par crédit? Les frais ne sont pas les mêmes selon que vous êtes étudiant québécois ou étranger. Donc, je n'ai pas l'information présentement là, sous la main, mais on pourra regarder ça et vous revenir ou simplement vérifier sur le site web. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Là, j'ai enlevé le diaporama pour aller dans le chat. Ah, parfait. Vincent Mathieu, oui. Vincent Mathieu, si tu veux prendre la parole et te rejoindre à nous, tu es le bienvenu d'ailleurs. Vincent Mathieu est conseiller à la gestion des études pour la maîtrise en affaires publiques. Donc, il travaille pour la faculté des sciences sociales. Oui, j'ai une question de José. Oui, je vous écoute. Bonjour, est-ce que vous m'écoutez? Oui, je vous entends. Ah, très bien. Merci. Bon, je suis José, je viens du Mexique. Je voudrais savoir tout d'abord si je pourrais avoir l'enregistrement de cette session parce que je n'ai pas pu entrer depuis le début. Alors, il va être éventuellement mis en ligne sur le site de la faculté, mais je peux pas vous dire quand, mais oui, je pourrais partager l'enregistrement sans problème. D'accord, merci beaucoup. Bienvenue. Et aussi, j'ai une autre question par rapport à l'accréditation des langues parce que comme je suis mexicain, du coup, je dois accréditer l'anglais et le français, mais je ne sais pas quel diplôme je devrais avoir. Je sais que c'est le TOEIC, mais je ne suis pas sûr ou si je pourrais m'adresser à quelqu'un qui est en charge des admissions. Oui, écoutez, Vincent Mathieu, peut-être plus d'informations, mais pour le test d'anglais, notamment, c'est le VERSA qui est recommandé par l'École des langues de l'Université Laval. C'est l'école des langues qui gère les reconnaissances d'examens, etc.
Pour le français, Ok. je ne suis pas certain. Quel test? Je Vincent crois que Mathieu? c'est le TCF et il y a un TCF pour le Québec et un autre pour la France. Alors, je crois que ça doit être celui pour le Québec, n'est-ce pas? Oui, ben en fait, vous devez donc passer le test, le TCF, mais ça, éventuellement, c'est le bureau du registraire qui va vous convoquer à ce test-là si Ok, jamais vous ne l'avez pas. Puis par la d'accord. suite, par rapport au versant et au TOEIC, parce qu'on accepte également le TOEIC, ça, évidemment, on vous incite à le faire le plus tôt possible dans votre cheminement, mais comme c'est une condition de diplomation, ça ne change rien au niveau de votre admission pour l'instant. Pour la MAP. Mais en sciences politiques, je crois que c'est condition d'admission, si je me Ah, c'est trompe. vrai, oui, c'est Ouais. ouais, c'est ça. Ok, Excusez, c'est parce que comme c'est Pierre-Marc que j'ai avec moi en ce moment, j'ai pensé juste à la map. d'accord. Alors, cette information, je pourrais l'avoir auprès du bureau des admissions, n'est-ce pas? Oui. Ok, merci. Mais moi, je vous encourage, votre français est excellent. Merci beaucoup. J'essaie de le pratiquer souvent. Souvent. Mais Oui, merci. toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon, je crois que je n'ai pas des autres questions. Bon, peut-être si je pourrais être en contact avec quelqu'un, parce que moi, je suis intéressé aux maîtrises des affaires publiques, gestion publique. Et bon, je suis que dans ces programmes de portes ouvertes, on pourrait avoir quelqu'un qui pourrait nous guider dans la demande d'admission. Pour le processus d'admission, vous voulez dire? Oui, Pour oui, les aspects plus peut-être. techniques? Allô, Euh, bonjour. Oh, un instant, s'il vous plaît. Donc, pour les aspects oui, plus techniques, Rosé, je peux vous diriger oui. vers Vincent Mathieu. Vous pouvez m'écrire aussi à l'adresse qui apparaît sur le diaporama et Ah, je d'accord. transférerai votre courriel. Donc, c'est map@fss.laval.ca et je pourrai D'accord. transférer votre courriel à la personne concernée OK. pour les aspects plus techniques là, de l'admission comme telle. Merci beaucoup. Alors, je vais écrire dans cette adresse courriel. Parfait, Merci. excellent. Il y avait une question d'Abdoulaye. Monsieur Abdoulaye. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous aussi? Ça va, Dieu merci. Moi, je suis de Guinée-Conakry. Je suis un jeune. Je veux vraiment étudier à l'Université de Laval, mais les moyens me manquent beaucoup. Donc, c'est dans cette perspective, je me suis navigué sur Google. J'ai vu les informations concernant sur l'Université de Laval. Donc, aujourd'hui, hier, on m'a dit qu'il y aura une interview en ligne. On vous a perdu. Sur Zoom. Donc, je me suis dit cette vidéoconférence. Donc, j'ai des questions pour vous. Ma première question, pour partir étudier au Canada, quels sont les processus? Parce que moi, je n'ai pas les moyens. Et puis, en Afrique, les personnes qui octroient les bourses, ce ne sont pas les bonnes personnes. Donc, j'ai des questions là pour vous. Et si c'est possible. Bien, écoutez, la première étape, c'est de déposer une demande d'admission. Donc, c'est la première étape, là, et c'est extrêmement important. Vous avez raison de penser aux moyens financiers pour vos études. Mais la demande d'admission comme telle, c'est quelques centaines de dollars, 100, 200 dollars. Je n'ai pas le chiffre exact. Vincent Mathieu pourra m'aider. C'est la première étape. Et ensuite, si on vous fait une offre d'admission et que vous l'acceptez, là, effectivement, il faut faire les démarches pour les études, pour l'immigration, pour les bourses. Mais vous devez quand même avoir des moyens suffisants pour pouvoir suivre le programme, là. Donc, on vous a présenté quelques sources de soutien financier, mais il faut aussi planifier un peu, en fait, votre arrivée, là, entre guillemets, là. D'accord, monsieur. Donc, pour l'admission, c'est à 200 dollars. Non, c'est parce que ça augmente à chaque année, là, mais on est aux alentours de 90 dollars canadiens pour le dépôt d'une demande d'admission.
Par contre, c'est sûr qu'au niveau du financement de vos études, vous ne pouvez pas compter uniquement sur les bourses que nous offrons ici là, pour financer votre programme d'études. Donc, ce serait à vous de, d'une part, vérifier le financement possible pour votre gouvernement et sinon, ça va être par vos propres moyens. D'accord, vous pouvez m'envoyer ce lien. Là, je vais écrire ce lien et après notre conversation, je vais m'inscrire. Oui, ben en fait, j'ai déjà mis dans le chat le lien pour pouvoir déposer votre demande d'admission. Donc, simplement cliquez sur le lien qui est dans le chat et ça va vous amener là où il faut pour pouvoir commencer votre demande d'admission. D'accord. Et si, est-ce que c'est possible d'être en contact avec vous après cette vidéoconférence, puisque moi, je ne connais pas les étapes là. Donc, je veux vraiment rester en contact avec un de vous pour me guider. Allô, vous êtes là? Donc, Vincent Je suis Mathieu, là, oui. Vincent Mathieu, est-ce que ce serait possible que M. Abdoulaye te parle après, après la séance? Est-ce que tu es disponible ou… Ben, en fait, je vais probablement plus le diriger vers Annie Picard, qui est la représentante des études de promotion des études, parce qu'elle pourrait probablement justement lui donner peut-être plus d'informations par rapport au processus. Donc, je vais juste trouver l'adresse en question, là, puis je vais la mettre dans le chat. Ouais. Puis je veux préciser que pour les demandes d'admission, c'est possible de faire plus d'une demande à la fois, là. Donc, pour plusieurs programmes, là, simplement pour préciser. D'accord. D'accord. Vous pouvez me mettre en contact avec la dame, s'il vous plaît? Oui, il va trouver le lien, ce ne sera pas long, puis on va le mettre dans le chat. Et il y a Chérif aussi qui s'offre pour l'aider parce qu'il est lui aussi en Guinée. Voilà, exactement. Moi, je suis là, je sais comment ça se passe, la procédure. J'ai Parfait. déjà effectué pour ma jeune sœur cette année. Elle est même en procédure pour l'immigration. Donc, je pourrais l'aider s'il le souhaite surtout. Vous pouvez activer votre caméra, je vais vous voir. Je veux vous voir, monsieur. Moi? Oui. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, ma deuxième question est après une fois là-bas, quels sont les… Oui, monsieur, bonsoir. Monsieur Chérif Abakas. Oui, je vais te laisser mon numéro. Tu pourras D'accord. m'appeler sur ça après la voilà. Envoyez-moi votre numéro, s'il vous plaît. Ah. Parfait. Votre deuxième question, Abdoulaye, c'était? Ma deuxième question est une fois là-bas, puisque j'ai beaucoup entendu qu'une fois là-bas, il y aura des travaux pour les étudiants. Est-ce vrai? Vous voulez dire des contrats de recherche ou d'auxiliaire d'enseignement? Oui. Quand vous dites des travaux, vous voulez dire la charge de travail dans un cours ou vous parlez de travail rémunéré d'emploi? Là? Oui, oui. Une fois là-bas et après l'université, il y aura des travaux pour les étudiants. Une fois que vous avez diplômé du programme? Oui. Oui, les perspectives de carrière sont excellentes. Là. Mais en même temps, il faut préciser, pour avoir un travail au Canada, il faut être résident. Oui, c'est vrai. Donc, pendant votre séjour, il est possible d'avoir des contrats d'auxiliaire d'enseignement ou de recherche qui ne sont, c'est pas une garantie, mais il y a des offres d'emploi à laquelle vous pouvez appliquer, puis on priorise nos étudiants toujours. Et après les études, par exemple, il faut avoir un statut de l'immigration pour pouvoir travailler au Canada. D'accord. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça fait plaisir. Et après, si je vais appeler M. Chérif Abakas pour une bonne précision et pour une aide. Il n'y a pas de problème, j'apporterai toute l'aide nécessaire pour ta procédure. D'accord, monsieur. Au revoir. C'est très gentil. C'est très gentil. Excellent. Je voudrais souligner aussi que Vincent Mathieu a mis sur le chat un lien pour les frais de scolarité. Donc, oui. À la question qui avait été posée tout à l'heure, oui. il y a un lien sur le chat pour les frais de scolarité. Puis je viens aussi de vous ajouter l'adresse de la personne qui est responsable de la promotion des études pour la FSS. Donc, elle pourra aussi vous aider et vous guider là, pour le dépôt de la demande d'admission éventuellement. Merci beaucoup, Vincent Mathieu. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires?
Ça va? Ben, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Totalement. Merci beaucoup de votre intérêt. Merci, Eric. Merci, Vincent Mathieu, d'avoir participé à cette rencontre-là. Merci à vous, un peu partout dans le monde, d'avoir participé à la séance, aussi d'avoir posé des questions. On est là pour vous. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, si vous avez besoin de quelques précisions que ce soit, bienvenue. Vous nous écrivez. On vous a donné des outils pour nous contacter. Il y a beaucoup d'informations aussi sur le site de l'Université Laval, sur les programmes, où vous devez déposer votre demande, quelle moyenne minimale est requise, etc. Donc, n'hésitez pas.